L'amour courtois. Le meilleur, Quand vint le c'est moment toi, où il put lui parler, l'ordure, que j'aime Guillaume dit à et sa gonfle dame, de mots. Toi, guérir. Il dit à sa dame, toi, que j'expose à tous. quand vint La le moment où lyrique il put lui courtoise, cinquième et Guillaume dernière dit à sa partie. dame, L'ordure. Alors durant toute cette semaine, nous nous sommes emplis, gorgés de cette lyrique courtoise que nous avons vue naître, dont nous avons suivi les développements, l'apogée, et puis dans la logique irréductible de toute chose, eh bien hier, nous l'avons vue mourir à travers l'évocation de ce magnifique roman du XIIIe siècle, Flamenca. Alors cette morale amoureuse du grand chant, qui mettait l'idée d'amour humain au-dessus de toute chose, au-dessus de Dieu même, cette morale est morte, et en grande partie au nom de la morale de Dieu. On substitue ainsi l'amour divin à l'amour humain, et peut-être que l'œuvre qui enterre définitivement ce grand chant courtois, eh bien peut-être est-ce cette divine comédie de Dante qui fait de l'amour humain le pire enfer. Alors je dis enterré définitivement, eh bien pas vraiment, le grand chant courtois n'est pas réellement mort, et jusqu'à nous sont parvenues des traces de cette lyrique courtoise. Et ce sont ces traces que nous suivrons aujourd'hui avec Pierre Lartigue, Jacques Roubaud, et avec vous, Jean-Yves Bosseur, qui nous accompagnait dans notre parcours musical. Tes teints refait plus blanc qu'un œuf, tes teints de satin blanc tout neuf, tes teints qui fait honte à la rose, tes teints plus beaux que nulle chose. Voilà un hommage assez délicieux au sein féminin de Clément Marot sur une musique de Clément Jeannequin. Eh bien, parmi les blasons écrits à cette époque-là, se trouve le blason de l'œil d'Antoine Hérouet. Il est né en 1492, donc à la fin du XVe siècle, au moment où l'on découvre l'Amérique, et il est dans une famille de fonctionnaires. Son père est un haut fonctionnaire de Louis XII. Il va être lié à Marguerite de Navarre, je veux dire lié intellectuellement. Il va participer à la renaissance du platonisme à la cour de Marguerite de Navarre. Il habitera, lorsqu'il est parisien, dans le quartier des Blancs-Manteaux, comme Jacques Roubaud aujourd'hui. Et c'est en 1542 qu'il va publier ses poèmes chez Dolé. Eh bien, 1542, chez Dolé, vous savez, Dolé est l'éditeur du Pantagruel et du Gargantua, c'est l'éditeur aussi de l'Enfer de Marot, et un mois après la publication par Dolé de La parfaite amie d'Antoine Hérouet, la police pénètre chez Dolé et met
sa maison à sac et ça va conduire Dolé au bûcher. C'est-à-dire qu'on voit là, au fond, la parfaite amie, ce poème que nous allons évoquer, qui a échappé de peu aux flammes, à la disparition. Or, la parfaite amie d'Antoine Héroët a un succès considérable au XVIe siècle. 20 éditions. Valérie Larbaud avait parfaitement raison de dire que le poème est en lui-même tellement extraordinaire qu'il faut voir en lui carrément la poursuite du chant courtois. Car Antoine Héroët, dans la parfaite amie, pratique de la même manière que certains troubadours gallégo-portugais. C'est-à-dire qu'il va prêter la parole à la parfaite amie. C'est-à-dire c'est un homme qui prête la parole à une femme et qui va la faire s'exprimer sur le problème amoureux, sur les problèmes amoureux. Alors, ce livre, n'est-ce pas, ce poème a un plan, les débats sont très bien ordonnés, les problèmes évoquent beaucoup des problèmes que les troubadours avaient débattus amplement. La femme doit-elle repousser toute assiduité? Doit-elle dissimuler son amour? A-t-elle le droit d'aimer? Et on débat même de la supériorité de l'homme ou de la femme. Voilà, des thèmes qui sont abordés. Il y a dans le poème La parfaite amie, très justement exprimée, une des obsessions des troubadours, qui est la détestation, le refus de la jalousie. Voici ce que dit la parfaite amie. Ah, certes j'aime, et qui fait comme moi n'entre jamais en soupçonneuse émoi. Tous les plaisirs de mon ami je tiens non autrement que s'il les sentait miens. Si c'est d'aimer que ces passe-temps viennent, bien que ceux-là proprement m'appartiennent, s'autre y a pas, sa fortune je loue, et de semblant et de fait je l'avoue, car en voulant me nuire se déçoit, vu que les biens que mon ami reçoit, s'ils vont au cœur, ce cœur-là, c'est le mien, que lui donner en échange du sien. Si c'est plaisir qui touche sa personne, tant seulement, hélas, je lui pardonne une fureur qui bientôt passera.
Jean-Yves Bosseur, hier lorsque nous évoquions cette mort de la lyrique courtoise, nous avions évoqué également dans cette suite Guillaume de Machaut. Là on a entendu au début de l'émission Jeannequin, qui est donc au 16e, Machaut fin 14e. Donc est-ce qu'il y a une transition possible où on trouve ces traces de la lyrique courtoise au 15e ou pas? Oui, c'est sûr que par exemple l'école de Bourgogne peut nous permettre de faire une transition, puisque le 15e siècle en France est marqué par cette école qui débute avec l'avènement des ducs de Valois de Bourgogne, avec deux personnalités vraiment marquantes, c'est Guillaume Dufay et Gilles Binchois. On parle à leur propos également donc d'école franco-flamande, mais cette dénomination est en fait assez imprécise, car les compositeurs qui ont été rassemblés sous ce nom, comme Obrecht, Ockeghem, Mouton ou Josquin-des-Prés, du 15e au 16e siècle, n'ont pas cessé de voyager à travers l'Europe et se sont sont confrontés à toutes sortes de courants d'idées. C'est-à-dire que là, on retrouve cette espèce d'errance des troubadours, mais là, vraiment, le Nord a pris le pas. Voilà, alors, maintenant, on a quitté nos terres méditerranéennes. On va les retrouver un peu plus tard. Mais peut-être en réponse au goût d'un public de plus en plus nombreux, qui est constitué de bourgeois et de marchands, on Ça veut constate... dire aussi qu'on glisse dans le public, c'est-à-dire on passe de cette élite de cour Voilà, à quelque chose d'un peu plus... on va quitter un peu l'aristocratie pour avoir un public beaucoup plus vaste et qui n'a pas forcément les mêmes demandes. Donc, pour répondre à cette demande, d'ailleurs, on va avoir des formes qui vont être plus concises, de plus en plus concises, un travail mélodique peut-être moins orné, moins mélismatique, et en tout cas des contours beaucoup plus clairs. Et c'est le cas des chansons de Dufay ou de Binchois, qui illustrent cette sorte d'aspiration à une approche plus directe, plus immédiate, donc non réservée à une caste privilégiée d'auditeurs. Alors il y a un personnage là qui va être un personnage clé, c'est Josquin-des-Prés, qui montre dans son œuvre comment les traits du Moyen-Âge et de la Renaissance peuvent entrer en interaction, peuvent fusionner. Chez lui s'opère d'ailleurs un glissement d'une époque à l'autre de l'art musical, avec une prise en charge tout à fait personnelle du texte poétique pour stimuler l'écriture musicale. C'est-à-dire que pour vous, Josquin-des-Prés, ça serait une espèce de personnage symbole entre ce Moyen-Âge qu'on a évoqué et la Renaissance. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis je crois que ce qui est aussi exceptionnel, c'est qu'il est parvenu à assimiler la culture italienne. Il recourt à des techniques comme l'imitation, c'est-à-dire ces sortes d'échos mélodiques et rythmiques qui se propagent entre les parties vocales, qui permet d'alléger le discours musical, qui tend vers un plus grand équilibre entre les voix. À partir du début du XVIe siècle, le style des maîtres du Nord, par exemple Gombert, Créquillon, qui pratiquent un type de polyphonie particulièrement savant, va se distinguer de plus en plus nettement de celui des compositeurs de Paris, comme Passereau, comme Sandrin, qui se préoccupent en premier lieu des caractères spécifiques des poèmes qu'ils mettront en musique, et dont les chansons sont beaucoup plus légères. Deux personnalités musicales vont alors dominer ce XVIe siècle, c'est Clément Jeannequin et Roland de Lassus. On a l'impression à vous entendre quand même que là, on est vraiment dans une obsession de la forme avant d'être dans le sens, dans le mot. Il y a en tout cas une obsession du rythme, c'est-à-dire d'une sorte de tension extraordinaire qui va se perpétuer au niveau du temps. Ce qui veut dire, alors parce qu'on évoquait au niveau des troubadours cet inconnu absolu qui était le temps et la durée, enfin au sens musical, parce qu'on n'avait pas de traces écrites de ça, ce qui veut dire qu'à cette période, par contre, on a, nous, à l'heure actuelle, des traces, bien entendu. Ah oui, la conception du rythme est vraiment très précise. Alors de Jeannequin, on va retenir notamment l'originalité des qualités fortement descriptives des chansons, qui deviennent de véritables chansons à programme, comme le chant des oiseaux ou la chasse, et qui sont empreintes d'un incontestable aspect narratif. Là, c'est vraiment un aspect assez nouveau. Par exemple, Jeannequin utilise toutes sortes d'effets vocaux, des onomatopées. Une œuvre comme La bataille de Marignan, qui sera ultérieurement transcrite, reprise par des musiciens italiens comme Andrea Gabrielli, comporte de multiples références sonores qui sont d'un réalisme vraiment tout à fait surprenant. Je crois que l'art de Jeannequin caractérise parfaitement la chanson française du temps de François Ier. Et c'est à ce style de chanson que se substituera, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, le madrigal italien, dont l'influence se révélera tellement déterminante sur la pensée vocale. Et qu'on va voir un petit peu plus tard.
Alors Jean-Yves Bosseur, vous parliez de l'extraordinaire richesse d'inspiration de cette période et de Clément Jeannequin. Alors Clément Jeannequin qu'on entend là actuellement, et je pense qu'on serait incomplet si on ne disait pas que sur cette musique qui est d'une superbe sophistication et d'un raffinement sonore évident, eh bien il y a les paroles suivantes. Alors, je vais faire fi de ma pudeur féminine légendaire pour vous lire ce qui se dit. C'est « Or vient ça, vient mamie », c'est le titre. « Or vient ça, vient mamie Perrette, or vient ça, viens ici jouer, ton cul servira de tronc, de trompette. » Alors, je ne cite pas ça simplement pour le plaisir, parce que c'est vrai que c'est étonnant de le mettre en rapport avec la musique, mais aussi peut-être parce qu'on voit à ce moment-là une façon, dans ce type de chanson, c'est-à-dire écrite par Jeannequin, qui est quand même un des grands compositeurs, émerger une façon de parler du corps particulière, et peut-être de nouveau la présence du corps, qu'on avait cité chez les femmes troubadours, et moins peut-être chez les hommes. Et puis, me semble-t-il aussi, ce sens de la dérision. C'est-à-dire que là, on a aussi un poème où le sentiment amoureux immédiatement se moque de lui-même, quoi. Je crois que c'était important de le dire, et que c'est tout un aspect de la chanson libertine aussi, qui fait partie, au fond, de ce chant amoureux. Alors, pour rester dans cette idée du corps et de la jouissance, on va retrouver une dernière fois ce monsieur Herouet, cher à Pierre Lartigue, dans ce poème « La belle amie », c'est une magnifique façon de parler de la jouissance amoureuse. De quel plaisir ces deux-là sont munis, en se voyant en divers corps unis, comme chacun de tous ces mots délivre de la liqueur désirée s'enivre. Quelle senteur, quel goût à l'ambroisie, dont on arrose ainsi sa fantaisie. Combien que tout soit à l'amour possible, si serait-il, ce me semble indicible. Bien vous direz ce que j'en imagine. Cette union et fureur très divine, dont les esprits, quelquefois agités, sentent l'odeur de tant de déité, que revenus de ce ravissement, laissent au corps un ébahissement, comme si l'heure à jamais fût perdue, qu'on leur avait pour peu d'heures rendue. Ne demandez quelle heure, car qui l'a eue, on que depuis redire ne l'a su. Eh bien, on a vu qu'un personnage comme André Herouet pouvait permettre le passage. On va voir aussi au long de cette émission que nous allons naviguer entre des personnages et puis des formes. Alors, il y a une autre forme qui semble totalement être dans la continuité de cette lyrique courtoise, et c'est Jacques Roubaud qui nous en parle. Il y a deux types de résurgence des troubadours. Il y a des gens qui redécouvrent certaines des mêmes choses. On peut dire que l'amour faux des surréalistes, c'est une version de la mort des troubadours. Puis il y a par exemple les métaphysiques anglais, sont tout à fait dans l'esprit de la théologie négative, et ils sont dans une espèce de Trobarclus qui a des analogies extrêmement frappantes avec les troubadours. Mais peut-être la survivance la plus nette, parce qu'elle est indirecte, on ne la voit pas tout de suite, c'est dans la forme. Et il y a deux formes qui procèdent alors tout à fait de la poésie des troubadours, c'est le sonnet et la sextine. Alors le sonnet est inventé par les Siciliens, il n'y a pas de sonnet chez les troubadours, il y en a deux qui sont écrits après, mais on peut dire que l'esprit des gens qui ont créé le sonnet, qui sont des fonctionnaires de la cour de l'empereur
de Sicile, est tout à fait l'esprit de la forme de la canzo des troubadours. Et d'ailleurs, l'histoire du sonnet transporte avec elle beaucoup de l'esprit de la canzo. On peut dire que Pétrarque, par exemple, est un des derniers à être vraiment imprégné de la poésie troubadouresque. Et son œuvre est quand même largement centrée autour du sonnet. Il en a composé 317, qui est un nombre très intéressant. Et ensuite, après Pétrarque, donc une espèce d'explosion de la forme de sonnet dans toutes les langues d'Europe à la Renaissance, est quelque chose qui a fait de cette forme un exemple, je pense, unique dans l'histoire de la poésie mondiale. Un jour est ensoleillé, un sonnet adapté de Pétrarque et mis en musique par Claude Lejeune. della fior son fatto servidore, sì di buon cor che più non poria. In fiore ho messo tutto il leo valore, sì fiore mi falisse ben moria. Eo son fiorito e vado più fiorendo, in fiore ho posto tutto il mi diporto, per fiore aggio la vita certamente. Com più fiorisco, più in fior m'intendo, se fior mi falla ben seria morto. Vostra mercè, Madonna, fior aulente. Les premiers sonnets s'écrivent en 1230 et il s'en écrit encore aujourd'hui. Mais il y a des gens qui composent des sonnets encore aujourd'hui partout, dans toutes les langues d'Europe. Et je ne sais pas si ça a pénétré l'Asie, ça, je l'ignore. Mais en tout cas, dans toutes les langues européennes, il y a des sonnets. Oui, il y a même, je lisais hier qu'il y a un Slovaque qui est à l'origine du sentiment national slovaque, qui a écrit sur le thème national 564 sonnets. Il s'appelle Kollár.
C'est extraordinaire. Et à Venise... C'est pas beaucoup, 1664. Oui, mais au 19e siècle, c'est Oui. quand même... Et j'ai pour ma part rencontré à Venise Peter Russell, un Anglais, Oui. qui avait le mérite, entre autres, d'avoir écrit à peu près 300 sonnets sur les à peu près 300 oiseaux qui existaient dans le Dorset. Ah, c'est bien ça. Extraordinaire. Tu les as, ces sonnets? Et non, mais il a publié, il habite au Lido, et je l'avais trouvé dans un bar où j'avais le numéro de l'Action Poétique sur la sextine, et il m'a dit « Ah ah, la sextine, j'en ai écrit une sur les cafés du Maroc », qu'il n'a jamais pu retrouver. Mais enfin, quelqu'un d'assez extraordinaire, puisque... C'est un des traits d'ailleurs de cette forme, le fait qu'elle dure depuis des centaines d'années et qu'elle soit écrite dans un nombre considérable de langues. Il y a même des sonnets en latin. Et c'est la multiplication, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. On le sent d'ailleurs dans votre infinie jouissance à tous les deux à citer des chiffres. Oui. Ah, exact. Bien sûr, la numérologie est quelque chose qui est assez naturellement lié à la forme des troubadours et ensuite à celle du sonnet. Il y a une sorte de passion numérologique qui existe chez les fabricateurs de sonnets, ça c'est évident. Alors, une musique de Cipriano d'Errore et un texte de Pétrarque. Alors, je disais tout à l'heure que les liens, on les faisait soit avec des formes, soit avec des personnages. Je crois qu'on ne peut pas ne pas parler de ce personnage de Pétrarque qui est au cœur du sonnet, mais qui est aussi au cœur de ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire du madrigal. Alors, le madrigal, il arrive là à ce moment, et quelle place on peut lui donner, justement, dans cette grande lignée que nous traçons depuis la lyrique courtoise. Oui, c'est un genre absolument passionnant et qui est certainement le plus représentatif du XVIe siècle que ce madrigal. Mais son origine remonte très loin, puisqu'en fait, on l'a fait remonter au XIIe siècle chez les paysans du nord de la péninsule italienne, et la littérature s'y réfère dès le XIVe siècle. En fait, le madrigal porte l'empreinte d'une forme populaire qui est la frottola, qui se rattache elle-même à la ballade, qui est un air de danse avec refrain qu'on a déjà rencontré comme une des conséquences de l'art des troubadours. La frottola, basée sur des poèmes de moins haute lignée que le madrigal, correspondrait plutôt à la désignation poesia per musica. Toutefois, l'influence grandissante de Pétrarque, tout au long du XVIe siècle, que vous venez de signaler, Jeanne, concourt à éloigner ces auteurs des formules poético-musicales stéréotypées.
Alors il y a deux tonalités principales d'expression qui sont intéressantes à cette époque, c'est piacevolezza avec grâce et gravita. Et les musiciens sont invités, à partir de ces concepts, à mettre en valeur le contenu du poème plutôt qu'à rester subordonnés à sa forme. C'est-à-dire que là, il y a un passage par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, où je pointais qu'il y avait eu un moment où tout d'un coup le sens se perdait un peu et on avait une espèce de folie de la forme. Là, on retournerait, donc assez près des troubadours, au sens, au mot. Oui, là on retrouve une jonction tout de même assez très très forte. Une jonction qu'on cherche d'ailleurs avec difficulté, parce que c'est vrai qu'on sent très bien qu'à ce moment-là, il y a quand même une espèce de distorsion qui s'est faite entre le chant et le poème, quoi. Et qu'on tient un peu d'un côté la musique, un peu d'un côté la poésie, et que c'est difficile de retrouver cette fusion qu'on avait chez le troubadour. Bien sûr. Et alors justement, comment définir cette forme du madrigal ? En fait, on constate que par rapport à la frotte, là, le madrigal présente des jeux de rimes moins variables, des longueurs de vers plus régulières, et que le madrigal fait appel à une écriture essentiellement polyphonique, ce qui n'était pas le cas de la frotte, là. Mais en fait, le madrigal, et c'est là un trait qui le rattache à l'art des troubadours, est justement une forme d'une grande liberté, dont un des aspects dominants est la variété et l'irrégularité. Donc le nombre de strophes, la distribution des rimes peuvent très bien changer selon la nature du madrigal. Nul système de règles préétabli. La variété des sujets est elle-même inépuisable. Épiques, lyriques, dramatiques, pastoraux, philosophiques. Les textes sont liés à la tradition poétique de Pétrarque, de Boccace, de l'Arioste ou du Tasse. Aussi, les considérations littéraires sont-elles déterminantes pour le madrigal italien. Et une liaison organique de la musique et du poème devient inhérente au travail de la composition. Et par rapport au madrigal, il y a une question que je me pose en vous écoutant, parce qu'on a parlé beaucoup aussi de cette idée de temps que durent les formes. C'est assez étonnant quand on voit toutes les formes que nous passons en revue. Là, bon, les troubadours, Henri de Luy disait, en parlant des galegos portugais, que ça avait duré 1 siècle et demi et que c'était déjà énorme. Jacques Roubaud disait, en parlant du sonnet, que le sonnet durait jusqu'à nous. Ce madrigal, est-ce qu'il a une longue durée de vie ? Il n'a pas une très longue durée de vie, mais ce qui est très passionnant, c'est cette évolution qui va se faire assez rapidement d'une génération à une autre. Par exemple, on peut à peu près dater de 1545 une première génération de madrigalistes, avec des personnalités comme Willaert, Verdelot et Arcadel, qui sont d'ailleurs tous trois étrangers à l'Italie, et qui vont faire une espèce de fusion entre les cultures nordiques, c'est-à-dire en particulier la chanson française d'un Josquin et le motet flamand d'un Hokkeghem, et italienne. Et puis alors, très très peu de temps après, puisqu'en fait ça va faire une dizaine d'années, en 1555, ce qui correspond au premier livre de madrigaux de Palestrina, vous allez voir une seconde génération de madrigalistes, dont ce fameux Cipriano d'Errore, dont vous venez d'entendre un madrigal qui effectivement représente, lui, une extraordinaire couleur vocale.
cherchons des ponts entre cette lyrique courtoise et nous-mêmes, puisqu'il faut bien arriver à notre époque, je crois qu'il y a une forme qui est peut-être le plus beau des passages, c'est la sextine. Cette sextine qui est une forme ancienne, qui est très très chère au cœur de Pierre Lartigue et de Jacques Roubaud. Et avant de les entendre nous parler de cette sextine, je vous propose d'écouter une sextine qui représente peut-être la plus belle des fusions. C'est un mot que vous avez beaucoup employé, Jean-Yves Bosseur, aujourd'hui. Alors pourquoi la plus belle des fusions ? Parce qu'elle est d'un poète du XXe siècle, Ezra Pound, qu'elle parle d'un troubadour qu'on a évoqué, le terrible Bertrand de Born, et qu'elle va donc nous amener à cette poésie contemporaine. Alors je vous demande de l'écouter, mais de faire très attention aux rimes, parce qu'après vous aurez l'explication de la construction de la sextine, et il faut pour cela que vous écoutiez tout à fait la fin des vers. Altaforte. Nom de Dieu, tout notre sud pue la paix. Toi, bâtard, chien, papioles, viens, allez la musique. Il n'y a pour moi de vie que lorsque les épées claquent. Mais de voir les étendards, or, vert, pourpre qui s'opposent, et les grands champs sous eux tournés à l'écarlate, le cœur me hurle à demi fou de jouir. Dans la chaleur d'été, j'ai grande occasion de jouir. Quand les tempêtes tuent sur terre l'odieuse paix, quand les éclairs des cieux noirs éclatent, écarlates, quand fiers les tonnerres rugissent leur musique, quand les vents hurlent dans les nuages fous qui s'opposent, quand aux déchirures des cieux les épées de Dieu claquent, l'enfer bientôt nous fasse entendre les épées qui claquent, et des destriers la bataille, le hennissement strident de jouir, et la poitrine hérissée qui contre la poitrine hérissée s'oppose. Mieux vaut une heure de charivari qu'une année de paix, avec jeux, putes, ripailles, vin, frêle musique. Bah, le vin n'existe pas auprès du sang écarlate. Comme j'aime à voir le soleil se lever écarlate et regarder ses éperons dans l'obscurité qui claque, tout cela m'emplit le cœur d'un jouir et m'ouvre grand la bouche de libre musique. Le voir mépriser ainsi et défier la paix, lui seul contre toute obscurité s'oppose. L'homme qui craint la guerre se tapit et s'oppose à mes mots en faveur du tumulte. Il n'a pas le sang écarlate, c'est une femmelette bonne à croupir dans la paix, loin d'où l'on gagne l'honneur, où les épées claquent, et de la mort de pareille pute, j'aime à me réjouir. Oh oui, et je remplis tout l'air de ma musique. Papioles, papioles, à la musique, il n'est de son pareil à celui des épées qui s'opposent, ni cri comme celui dans la bataille du jouir, quand nos coudes, nos épées dégoûtent d'écarlate, et nos charges contre les ruées des léopards claquent. Dieu damne à jamais celui qui lance le cri de paix. Que la musique des épées les rende tout écarlates. L'enfer nous fasse entendre encore les épées qui claquent. L'enfer biffe à jamais de noir la pensée de la paix. C'est une forme qui a été inventée par Arnaud Daniel et alors, la sextine, c'est une canso de 6 strophes sur 6 rimes. Mais les rimes ne sont pas vraiment des rimes, puisque ce sont des mots-rimes différents pour chaque vers. Vous voulez dire, ce n'est pas la dernière syllabe, mais c'est tout un mot. Oui, c'est le mot. C'est le mot, c'est le mot, n'est-ce pas? Vous avez, par exemple, les mots de la première strophe d'Arnaud Daniel. Je vous lis les mots de la première strophe et ceux de la seconde strophe. Intra, ongla, arma, verga, oncle, cambra, cambra, intra, oncle, ongla, verga, arma. Et la permutation est telle qu'à une 7e strophe, nous retrouverions l'ordre de la première. C'est la plus grande permutation possible des mots-rimes. Mais on ne la donne pas, on ne revient pas, on revient virtuellement, mais sans revenir complètement. Sauf quelques exemples, bien sûr, parce qu'il y a des esprits audacieux, des créateurs audacieux qui ont fait des doubles, des triples, des sextuples sextines. Alors, ça, c'est une forme extraordinaire, parce que c'est une forme qui a été pratiquée par les troubadours, c'est une forme qui est passée
chez Dante, Évidemment. où il y en a une merveilleuse, Sublime. Magnifique. une des plus belles sextines. Mais parce qu'elle Adam. va tout à fait contre sa philosophie et sa poésie. C'est ce qu'on appelle la série des poèmes à la Dame de Pierre. C'est-à-dire, ce sont les premiers poèmes de Dante quand il était encore aimable. Et ensuite, nous avons la sextine passe chez Pétrarque. Alors, nous en avons 9 chez Pétrarque. Donc, elle va pouvoir passer en France au XVIe siècle. Alors là, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous savez, mais L'histoire de la sextine est l'histoire de passionnante. la sextine est passionnante. Et alors, je vais vous dire, c'est d'une histoire sans fin. Une histoire sans fin qui bien sûr croisa l'histoire de Monteverdi, puisque ce que nous entendons, c'est la Sestine de Monteverdi, qui est extraite du 6e livre de Madrigal de Monteverdi. Vraiment que nous s'est intéressé à la forme de la sextine et comme il faisait d'habitude, il a fait quelque chose de nouveau à partir de la sextine. Il a défini donc ce qu'on peut appeler les quenines, c'est-à-dire des choses qui sont comme des sextines mais avec d'autres nombres que le 6. Et alors il y a la neuvine. Moi j'ai fait une neuvine en hommage à Pétrarque où ça tourne sur 9 au lieu de tourner sur 6. Et comme Pétrarque a fait 9 sextine, c'était donc un hommage à Pétrarque. Ensuite, Georges Perec a construit une onzine, mais une onzine un peu particulière, sur une contrainte très, 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 très difficile. Et nous avons nous-mêmes composé 4 quatorzines à 4. Et enfin, le recordman, c'est quand même Pierre Lartigue qui a écrit l'unique 18ine qui existe encore, à ma connaissance. Oui, c'est dans le quid, elle devrait figurer, c'est 18 strophes de 18 vers avec 18 mots. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec tous les nombres, parce que les rimes tournent d'une certaine manière, et il faut que quand tous ces tours ont été faits, on retombe sur ses pattes avec le même nombre de strophes, c'est-à-dire dans la sextine, au bout de 6 tours, on retombe. Mais on découvre, et c'est ça ce que Raymond Queneau a découvert, que si on fait avec 7, ça ne marche pas. Avec 8, ça ne marche pas. Ça marche avec 9. Donc il y a certains nombres privilégiés qui sont les nombres où on peut faire des quenines. Quenine de 9, quenine de 11, de 14, de 18. Ensuite, la suivante, c'est 23. Un mathématicien, M. Guilbault, a donné une comparaison très intéressante qui est... on obtient l'apparence du désordre le plus grand
La façon dont on ne peut pas saisir la façon dont ces choses tournent. C'est une apparence de désordre. On a l'impression d'avoir pris les rimes et de les avoir mélangées, à part la première qui reste, mais les autres sont totalement mélangées. Mais c'est un désordre réglé. Et c'est donc, on retrouve l'ordre dans le désordre. Et l'écriture de la sextine offre de grandes jouissances, parce que, vous voyez, c'est disposé comme une sorte d'hélice. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez la sextine, vous avez l'impression de progresser dans l'eau de la langue, propulsé par une sorte d'hélice. Et ça convient merveilleusement à toutes les réflexions obsessionnelles, au centre desquelles est l'amour. Quand on vous entend parler de ces formes, ou parler de tout ce monde, ces personnages, on a l'impression que c'est tous vos petits cousins germains, ou vos frères de sang, parce que vous les connaissez tous, vous dites des noms comme ça magnifiques, que vous portez vraiment, on a l'impression, dans votre tête et dans votre cœur et dans vos mots. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Quand je dis vous, c'est un petit peu vous Jacques Roubaud, vous Pierre Lartigue, vous Henri Deluy et d'autres qui sont avec vous. Pourquoi vous vous êtes retourné vers ces troubadours, vous, poète contemporain, et qu'est-ce que ça apporte à votre propre création ? Je crois que Jacques dit que c'est l'âge d'or de la poésie. On se tourne vers cette poésie comme vers un âge d'or. Et puis ce sentiment que l'on a de rencontrer des gens presque vivants est tout à fait normal, puisque ce sont les seuls dont on garde comme l'intonation, le rythme, la marque de la voix. Les grands rois, nous pourrions reconstituer le bruit des épées et des lances de Bouvines, mais la voix des grands rois, quand ils n'ont pas écrit de poème, nous ne l'entendons pas, tandis que nous les entendons. Nous entendons la voix de Bertrand de Born, de Geoffrey Rudel. Donc ce sont ceux qui sont les plus vivants parmi nous, de tous les hommes du passé. Alors, il y a peut-être dans la poésie une espèce de démarche vers tout ce que nous avons le sentiment d'avoir perdu. Et là, nous nous retrouvons avec beaucoup. Mais en même temps, c'est étrange, c'est très paradoxal, parce que à la fois vous dites que c'est très vivant, mais en même temps, il y a quand même la perte du chant qui faisait cette poésie. Donc il y a un paradoxe là, parce que vous vous retournez vers une chose qui reste en même temps totalement mystérieuse. En ce sens, peut-être vous retrouvez l'énigme si on pouvait, si ce que vous dites est vrai, alors là on retrouve dans notre pratique quelque chose de contradictoire qui découlerait presque de la fréquentation du chant des troubadours. Vous n'avez pas envie de chanter, vous, Jacques Roubaud? Non, ça Vos vers, j'entends. Non, je n'ai pas la pratique... Enfin, disons, le clivage entre musique et poésie est malheureusement bien antérieur à ma propre découverte de la poésie, et je ne peux pas envisager de les remettre ensemble. Mais c'est vrai que dans notre cas, probablement aussi bien Henri Deluy que Pierre ou moi-même, c'est vrai qu'il n'est pas indifférent le fait que nous soyons originellement par famille de ces régions. Donc il y a quand même se tourner vers la tradition des troubadours, c'est aussi se tourner vers la Provence, vers l'Oc ancien. Donc il y a quand même quelque chose qui est lié à la recherche d'une langue perdue. Peut-être le
plus extraordinaire dans ce monde des troubadours est-il ce permanent mélange des langues, des cultures, ces errances d'une terre à une autre, d'une cour à une autre, avec ce lien unique de la folie de la rime, de l'amour et du chant. En tous les cas, c'est avec cette idée que nous laisserons les derniers mots à un troubadour arménien du XVIIIe siècle, qui était nommé Arutin Sayatian, c'est-à-dire dit Sayat Nova, chasseur de sons en persan. C'est un beau nom. Un musicien de la cour d'Héraclès II de Géorgie, qui vécut un amour bien sûr tragique pour une certaine Anna et qui devint, comme il se doit, prêtre, puis moine. Grâce à lui, peut-être une fusion courtoise de l'Orient et de l'Occident. Ամեն մարդ չի կանախանի իմ ջրան ուրիշ ջրան ամեն մարդ չի Kanahakar im giren urish Amen martçı kanahakar im giren Eh bien, c'était L'amour courtois, une série proposée par Jeanne-Martine Vacher et conçue avec Jean-Yves Bosseur, Pierre Lartigue, Michel Parolet, avec la participation de Jacques Roubaud, Henri Deluy et Marianne Moussampès. Notre réalisatrice toute cette semaine a été Michel Parolet et aujourd'hui, à la console de mixage, Claude Courteau. Լաֆիվես առանց ցամաքիլ դուն շուտով հարա